Mesdames, Messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonjour. Nous vous remercions de pouvoir nous recevoir chez vous et vous avez raison d'écouter pour comprendre. Aujourd'hui, on a quand même l'avantage de recevoir sur le plateau un avocat qui va pouvoir vous dire quelques éléments sur notre comportement routier. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Placide Philippe. Bonjour, bonjour Florent Grabin. Merci d'être présent, merci de pouvoir nous donner le maximum. Et on fera tout ce qu'on pourra pour pouvoir écouter pour comprendre. Maître, de plus en plus, j'entends la route tue. J'ai jamais vu une voiture sortir du showroom tuer moun, quelle que soit sa puissance. J'ai jamais vu la route tuer, quel que soit son état. Par contre, j'ai souvent vu des individus derrière un volant et qui ne savent pas maintenir le véhicule, et qui ne savent pas se comporter sur route. Manifestement, on va vers la mort. Alors, déjà sur le fait que la route tue de moins en moins. En réalité, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup s'étonnent de la pression qui est mise sur les usagers de la route. Et ce que j'entends par usagers de la route, c'est les usagers qui conduisent, pas les usagers transportés. La véritable pression quasi militaire qui est mise sur eux, attendu qu'il est moins dangereux de rouler aujourd'hui dans un véhicule qu'il n'était dangereux de rouler dans un véhicule il y a 10, 20 ou 30 ans de cela. Aujourd'hui, la route est plus sûre qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres du gouvernement qui le prouvent. Alors, la sécurité routière a beau jeu de dire que c'est parce qu'on a mis des radars, qu'il y a justement cette pression, que le nombre de morts et de blessés, on les oublie souvent, le nombre de blessés diminue, mais on oublie également que, alors les gens ont changé leur comportement, les gens boivent moins, c'est une réalité. Les véhicules sont mieux entretenus, c'est une réalité. Il y a un contrôle technique qui est apparu entre-temps, c'est une réalité. Et puis les véhicules sont beaucoup plus sûrs qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans et qu'il y a évidemment 30 ans. Donc ils ne sont pas comme moins polluants, ils sont aussi plus sûrs. Il y a l'ABS, il y a l'airbag, il y a l'éclairage à LED qui vous permet de bien voir la chaussée, y compris quand il pleut. Il y a de multiples aides à la conduite qui vous évitent de partir dans le décor et qui font que si vous avez encore une potentialité d'accident, l'accident a ses conséquences réduites. Donc en réalité, la route tue de moins en moins. Mais la triste réalité aujourd'hui, nous avons des comportements routiers d'individus pendant ceux qui boivent. Comment ça se passe? Alors en fait, il y a un sentiment de sécurité chez certains conducteurs qui fait que justement, il y a une contre-productivité de ces aides à la conduite qui fait que certains voient leur voiture ou leur moto parfois comme une sorte de prolongement de leur canapé. Et ils reproduisent des comportements qu'ils ont à leur domicile, ils les reproduisent dans leur véhicule. Alors c'est peut-être dû au fait qu'on passe des fois plus de temps dans les transports en Martinique que dans son propre canapé. C'est une triste réalité, mais si vous sortez du sud et que vous travaillez à Fort-de-France ou que vous travaillez à Case-Pilote, vous pouvez facilement prendre 2 ou 3 heures de route pour... 10 heures d'assiette. C'est ça. Et des fois, en rentrant chez vous, vous n'avez pas le temps de passer 3 heures dans votre canapé, que vous devez déjà aller manger, vous doucher, aller vous coucher. Donc des fois, des gens passent plus de temps sur la route que chez eux. Et donc, ils ont des comportements qui sont pas adéquats. Ils boivent. Moi, j'ai envie de dire, ils ont toujours bu. La France est un pays alcoolier. On vend beaucoup de vin en France et d'autres spiritueux. La Martinique est un pays... oui, c'est une réalité aussi. On vend des produits d'excellente qualité que certains consomment souvent sans modération et consomment surtout et prennent le volant ensuite parce que consommer de l'alcool, on se croit si vous êtes chez vous, vous ne portez éventuellement atteinte qu'à votre santé si vous en buvez trop. Mais quand vous prenez le volant après, vous prenez le risque de vous blesser, de vous tuer ou de blesser ou tuer quelqu'un. De faire des victimes sur la route. C'est ça. Et puis il y a ces nouveaux comportements qui sont l'usage du téléphone, notamment du téléphone au volant et maintenant au guidon, puisque je pense qu'il vous est arrivé comme moi-même de croiser des gens sur des 2 roues, que je n'appelle pas des motards, vous avez bien vu, des gens sur des 2 roues,
qui ont un téléphone à la main, qui envoient des textos, qui répondent à des messages vocaux, etc., etc. Pourquoi je ne les appelle pas des motards? Parce que je suis motard moi-même, et les motards que je connais sont des gens qui ne s'adonnent pas à ce genre de comportement, qui ont des machines qui sont en règle, que vous verrez équipés avec des gants, avec blousons, avec un casque, etc., etc. Et des bottes Des machines complètes avec des rétroviseurs et des clignotants, et puis une plaque d'immatriculation, et puis vous avez des usagers de 2 roues de plus ou moins forte puissance. Maintenant, se rajoutent aux 2 roues traditionnelles les 2 roues électriques qu'on vend au prix d'un téléphone portable et qui sont quasiment accessibles à n'importe qui, avec des plaques, des fois des plaques retirées, des fois des plaques qui ont peur d'attraper le Covid, qui ont des masques chirurgicaux dessus. Et ça, c'est des nouveaux comportements qui sont apparus il y a peut-être 3-4 ans et qui ne sont pas jugulés. Je pense qu'ils n'étaient pas nécessairement prévus par le législateur. Ils n'imaginaient pas que des gens allaient s'adonner à ce genre de comportement, mais en tout cas, ils ne sont pas réglés. En tout cas, ils ne seront pas réglés avec les radars qu'on nous rajoute tous les jours en Martinique, c'est une certitude. Alors, maître, quelqu'un qui boit anormalement, qui prend le volant, qui cause un accident, qui tue malheureusement, qui cause des dégâts, il encourt quoi? Alors, il encourt plusieurs choses. Et j'ai envie de dire que la peine la plus dure, c'est de vivre avec. Je pense que quand on a une conscience... Là, c'est la perpétuité, s'il vit avec. A priori, on part sur une perpétuité dans soi-même. Et l'enfermement dans soi-même, c'est peut-être le pire des enfermements. C'est déjà ça. Donc la première peine, c'est de vivre avec le fait de se dire qu'on a ôté la vie à quelqu'un, non parce que c'est un jour de malchance, mais qu'on a créé toutes les circonstances pour le faire. Parce que il peut arriver une défaillance de son véhicule, on s'endort alors qu'on n'avait pas nécessairement prévu de s'endormir, on ne se sentait pas particulièrement fatigué, on s'endort au volant, le véhicule part de l'autre côté, un pneu qui éclate, ce genre de choses. On est véritablement dans de l'accident. Par contre, à partir du moment où vous prenez le volant, conscient du fait que vous êtes alcoolisé, vous savez, non pas que vous allez tuer quelqu'un, que vous allez blesser quelqu'un, mais vous savez que vous augmentez le risque. Vous êtes un potentiel. C'est ça. Vous augmentez le risque de blesser ou de tuer quelqu'un. Bon. Et donc, la première peine, c'est celle de vivre avec. La deuxième, bien évidemment, c'est les peines prévues par le code pénal. Alors, il faut différencier le jeune conducteur du conducteur qui n'est plus aussi jeune. Je vais vous expliquer la différence. Pour la législation, le jeune conducteur, c'est celui qui a son permis depuis moins de 3 ans. Ce conducteur dit novice. On part du principe qu'il est tellement novice qu'il ne peut pas se permettre de boire et de conduire. Donc le taux d'alcool qui lui est autorisé, c'est 0,2 grammes par litre de sang, c'est-à-dire quasiment ce que produit l'estomac avec la fermentation de la nourriture. Donc en réalité, on est à un taux 0 en vrai, et la loi ne permet pas à un jeune conducteur de boire et de prendre le volant ou le guidon d'un véhicule thermique à moteur. Ça, c'est clair, c'est net. Et il a tellement pas intérêt à le faire que la sanction, parce que je sais qu'on va venir à ce point, la sanction, c'est un retrait de 6 points, et ce jeune conducteur, il n'a que 6 points sur son permis. Donc c'est-à-dire que si un jeune conducteur, un conducteur qui a moins de 3 ans de permis de conduire, qui a un permis probatoire, s'il est contrôlé positif avec de l'alcool, il perd 6 points, il perd son permis. Voilà. S'il est contrôlé, mais l'autre, en dehors de ça, il peut faire un accident. Alors, et c'est la double peine. Il peut commettre un accident et être contrôlé à la suite de ce contrôle. Il faut savoir que la législation française prévoit que dès que vous avez causé un accident dans lequel il y a des blessés, y compris vous-même, c'est-à-dire que l'adversaire peut ne pas être blessé, mais vous l'êtes. Donc il y a des blessés, y compris vous-même, ou bien évidemment, a fortiori, il y a des morts, il y a un test d'alcoolémie et un test de stupéfiants qui sont obligatoires. Voilà. Ça se fait sur place ou en hôpital? Alors les deux, en général. Ça se fait sur place si vous êtes en état de le supporter sur place. Si vous n'êtes pas suffisamment, entre guillemets, suffisamment blessé pour pouvoir souffler dans un éthylomètre,
ou à minima être dépisté pour ce que des stupéfiants avec un coton-tige qu'on vous met dans la bouche. Si le médecin considère, le médecin du SAMU le plus souvent ou des pompiers qui vous prend en charge considère que vous n'êtes pas en état, on vous envoie à l'hôpital, et à l'hôpital, prélèvements sanguins dans lesquels on va rechercher les stupéfiants et l'alcool. Vous avez rajouté un mot, stupéfiant, ça que maman va aider. Ah, ça c'est encore l'autre bagaille. Les stupéfiants, c'est tous les produits qui sont sur la liste des stupéfiants. Il y a une liste qui est éditée par l'État. Donc tous les produits qui sont sur la liste des stupéfiants et qui sont de nature à altérer votre conscience. Alors bien évidemment, pourquoi c'est dangereux de rouler avec une conscience altérée, c'est qu'on n'a pas conscience ou plus conscience de ce que l'on fait au volant ou au guidon de son véhicule, et que c'est dangereux pour soi et pour les autres. Et même sur sa trottinette. Et même sur sa trottinette électrique. Alors là encore, un petit point, j'en profite. Une trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur et à ce titre doit avoir une plaque d'immatriculation quand elle dépasse 25 km/h et doit être assurée dans tous les cas. Alors en dessous de 25, il vous faut une assurance auprès de votre assurance responsabilité civile. Vous appelez votre assureur en lui disant j'ai une trottinette, je l'utilise sur la route. Est-ce que vous n'y voyez pas d'inconvénient? Merci de me confirmer ça par écrit s'il vous plaît, que j'ai une preuve en cas de pépin. Et puis quand vous avez une trottinette qui va au-delà de cette vitesse-là, donc en gros au-delà des trottinettes pour enfants, vous avez des trottinettes qui ont des plaques d'immatriculation. Et ces trottinettes qui ont des plaques d'immatriculation, c'est comme si c'était des scooters 50. Donc vous devez les immatriculer comme des scooters 50, vous devez avoir une assurance comme un scooter 50. Et mon petit vélo pliable qui est dans mon coffre? Alors, il fonctionne avec le moteur... Mon moteur chez moi. Voilà, c'est un moteur interne. Et pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de plaque d'immatriculation pour ce genre de véhicule-là. Par contre, il est intéressant de contacter son assurance en disant « Je me rends au travail ou j'utilise sur la route mon vélo. Est-ce que je suis couvert par les assurances que j'ai chez vous ?» Voilà, il vaut mieux. Ça ne mange pas de pain. Et surtout avoir un bon casque. Et surtout avoir un bon casque et de préférence avoir quelque chose de fluorescent et de réfléchissant. Alors même si on utilise son véhicule la nuit, il faut absolument avoir des bandes phosphorescentes. Et puis si on l'utilise la journée, c'est intéressant que le casque on le choisisse couleur jaune fluo ou orange fluo pour être vu, parce que en tant qu'usager soit d'un trottoir, soit de la route, mais à l'extérieur d'un véhicule, on a toujours l'impression que les conducteurs nous voient. Et c'est faux, parce qu'en fait, les conducteurs sont des fois, ils ont déjà des fois du monde dans le véhicule qui leur parle, des fois des enfants qui sont derrière, des fois des choses qui peuvent tomber de leur siège, des fois des téléphones, des fois ils écoutent la radio, des fois ils font attention à un autre véhicule qui pourrait leur tomber dessus, et ils ne prêtent pas attention aux piétons, aux cyclistes, aux motards et autres usagers de véhicules plus petits qu'une voiture. Alors le jeune qui a un permis de moins de 3 ans, la sanction c'est ça? C'est ça. Et celui au-delà de 3 ans? Alors là, on fait une distinction. On fait une distinction entre le fait que vous ayez un petit taux d'alcoolémie et le fait que vous ayez un gros taux d'alcoolémie. Alors, quand on est jusqu'à 0,5 grammes d'alcool, on est au niveau contraventionnel. Donc on vous donne une contravention de 4e classe, 135 € d'amende, vous perdez 6 points. Vous perdez quand même 6 points. Par contre, quand on est au-delà de ce taux contraventionnel, on est à un taux délictuel. Donc on a causé un délit. On a causé un délit au même titre que si on avait blessé quelqu'un avec un couteau, qu'on lui avait tiré dessus, sans le tuer, qu'on l'avait giflé, qu'on l'avait frappé, etc. etc. On passe devant le tribunal correctionnel, ou en tout cas, on peut passer devant le tribunal correctionnel. Il y a des alternatives aux poursuites. Le procureur de la République peut proposer des alternatives aux poursuites. Mais surtout, il y a des conséquences plus désagréables sur le permis de conduire. Parce qu'à partir de là, on peut se retrouver avec suspension du permis, on peut se retrouver avec rétention du permis, rétention administrative du permis pendant une durée qui peut aller jusqu'à 6 mois. On peut, avant d'être jugé éventuellement, on peut se voir donc jugé, condamné à de la prison qui peut être de la prison ferme, une amende qui peut aller jusqu'à 4 500 € d'amende, la saisie du véhicule, ou en tout cas la rétention du véhicule dans un premier temps, et si on est en récidive, la saisie du véhicule,
et l'obligation de faire, en peine complémentaire, obligation de faire des stages de sensibilisation à la violence routière ou de se voir installer sur son véhicule un dispositif anti-démarrage, un éthylomètre anti-démarrage qui vous oblige, à chaque démarrage, comme son nom l'indique, à souffler pour vérifier que vous n'avez pas bu. Et puis quand vous êtes sur la route, quand les trajets sont longs, vous oblige également à souffler à nouveau pour vérifier qu'entre-temps, vous n'avez pas pris une bière à la station du coin en cours de route. Voilà, sans éteindre le moteur. Mais finalement, la victime elle-même, que devient la victime quand vous avez tué quelqu'un, vous mettez un film? Vaste problème, parce que c'est vrai que mon cabinet intervient autant pour les mises en cause que pour les victimes, notamment dans le cadre de l'indemnisation de leur préjudice. L'avantage, j'ai envie de dire, depuis 1985, c'est que la France s'est dotée d'un arsenal juridique de protection de la victime d'un point de vue indemnitaire. Et je fais bien la différence indemnitaire. On n'est pas dans la cajolerie, on n'est pas dans la gestion des conséquences psychologiques ou même des conséquences physiques pour la victime, mais de l'indemnisation de la victime. La loi de 85 a instauré des choses très importantes, notamment une surprotection des jeunes de moins de 15 ans et des personnes de plus de 65 ans qui, sur un passage protégé par exemple, se font heurter par un véhicule. Surprotection, on ne peut, même si ces personnes commettent une faute, l'automobiliste ou le motard qui les heurte est automatiquement fautif, qu'il soit sur le passage protégé ou à quelques mètres du passage protégé. Okay? En amont ou en aval? En amont ou en aval, pareil. C'est pas la même pour ces personnes sont dites surprotégées. Les personnes non surprotégées, donc plus de 15 ans et moins de 65 ans, on va considérer qu'elles doivent traverser un passage protégé. Si elles ne le font pas, on peut rechercher leur responsabilité. Le fait d'avoir traversé avec des oreillettes, le fait d'avoir traversé avec un téléphone, ne pas avoir regardé, des fois il y a la vidéosurveillance dans les villes, peut démontrer que la personne s'est engagée sur le passage protégé sans tourner la tête. C'est un manque flagrant de prudence, s'est fait heurter par l'automobiliste qui n'a pas eu le temps de réagir, la personne peut ne pas être indemnisée ou voir son indemnisation réduite de moitié. Voilà. Ça c'est une des grandes avancées de la loi de 85. La deuxième, c'est que l'assurance doit vous faire une proposition d'indemnisation. L'assurance de l'auteur de l'accident doit vous faire une proposition d'indemnisation dans les 2 mois. Alors, c'est très important de le savoir parce que souvent les assurances font traîner, ne font pas cette proposition-là. Et il faut savoir que, à compter du jour où l'assurance devait vous faire cette indemnisation, eh bien, il y a comme des intérêts de retard que vous pouvez commencer à faire courir. Et les assurances, ça leur fait très très mal le jour où vous leur dites, alors je vous demande tant, et au fait, comme vous auriez dû, me faire une proposition à telle date, je vous demande de m'indemniser en plus de ces intérêts de retard que vous ne m'avez pas versés. Ça leur fait souvent très très mal, surtout sur les gros accidents et les victimes avec des gros préjudices. Voilà. Grosses avancées en matière de protection. Alors, pourquoi je suis un petit peu embêté, c'est que, en fait, le reste de la protection de la victime, c'est-à-dire la prise en charge psychologique de la victime, c'est souvent son entourage et puis les conseils de son avocat qui lui permettent d'être dirigé vers un psychologue, qui lui permettent d'être dirigé vers un psychomotricien, un ergonome, etc., pour gérer, un ergothérapeute, pour gérer les changements qui sont induits par la nouvelle situation physique dans laquelle se trouve la victime, qui peut ne plus pouvoir marcher, ne plus pouvoir se déplacer comme elle le faisait avant. Des fois, vous avez des gens qui doivent vendre leur maison parce qu'il y a un escalier dans la maison et qui ne peuvent plus monter d'escalier, etc., etc. Et il y a un barème pour ça? Alors, il y a des tables de barème, mais qui sont des tables, j'ai envie de dire, à titre d'information. Bien évidemment, les assurances veulent toutes que l'on se colle au barème, voire même en dessous du barème. Bien évidemment, nous, quand on intervient dans les dossiers, notre travail, c'est de rapporter la preuve de ce que la victime se trouve dans une situation encore plus grave que celle visée dans le barème. Donc on a des barèmes, notamment des barèmes d'âge. Il y a une sorte d'injustice dans l'indemnisation, dans cette justice.
la main d'une femme vaut plus cher que la main d'un homme. Le visage d'une femme vaut plus cher que le visage d'un homme. On n'est pas encore à l'égalité parfaite. On considère que pour une femme, la beauté a plus d'importance que la beauté pour un homme, par exemple. C'est encore un travail que notre société en entier, en réalité, a fait sur cette égalité qui est due à tous les sexes et non pas à un seul, mais cette égalité de traitement qui est due à tout le monde. Et voilà, on est encore dans des barèmes dans lesquels on doit justifier du fait que même si on a un client qui n'est pas un acteur ou qui ne passe pas à la télévision tous les jours, avoir une balafre sur le visage, ce n'est pas bon pour autant pour son moral, pour son bien-être, et qu'il doit une indemnisation complète de ce préjudice, par exemple. Et est-ce qu'on peut dire qu'une main gauche ou une main droite, c'est la même valeur? Ah non, si vous êtes droitier, votre main droite vaut plus que votre main gauche, c'est une évidence. Alors si vous êtes ambidex, je ne sais pas. Enfin, oui, ça m'arrive d'utiliser les deux. Ah, mais en fait, c'est ça. Le problème, c'est que vous avez des gens, moi aussi, ça m'arrive d'utiliser les deux, mais pour des choses totalement différentes. Et c'est ça, en fait, la difficulté, c'est que des fois, vous pouvez vous retrouver à tenir des ciseaux avec une main, tenir un stylo avec l'autre. Ou alors être dans un métier dans lequel vous avez l'obligation d'utiliser vos deux mains. Vous avez des métiers manuels dans lesquels vous ne pouvez pas travailler avec simplement une seule main, c'est pas possible. Et donc à ce moment-là, les deux ont aussi autant d'importance l'une que l'autre. Enfin, ça me paraît évident. C'est pas nécessairement évident pour les assurances, mais ça me paraît évident. Alors, on a vu que les choses ont bougé. Là aujourd'hui, on a de plus en plus de radars. Ces radars, ils fonctionnent comment? À quel moment je passe, il me flash? Est-ce que je suis en face de lui? Comment ça se passe? Alors, vous avez en ce moment encore deux types de radars en Martinique. Vous avez les tout petits, qui étaient dans une petite boîte qui n'était pas très visible. Eux, le plus souvent, ils sont installés pour vous flasher. Flasher, ils ne flashent plus d'ailleurs. Ils font des flashs à infrarouge, donc que vous ne voyez pas. Mais ils font une photo infrarouge de l'arrière vers l'avant de votre véhicule. Le but étant de prendre également les plaques des motos. Et puis, vous avez des tourelles qui sont voilà, ces jolis éléments de décoration dont la Martinique est affublée depuis quelques mois. Ces tourelles peuvent flasher, par exemple, entre le pont du Diamant et en direction du sud. Vous avez un radar tourelle qui flash dans les deux sens. Parce qu'il n'y a pas de terre-plein central à l'endroit où il est installé. Donc il flash les véhicules qui vont du centre vers le sud, il les flash de dos. Et les véhicules qui viennent vers le radar, donc du sud vers le centre, ils sont photographiés de face. Oui. Voilà. Donc on a été à sourire. Ou à sourire ou à pleurer, ça dépend. Ça dépend a priori, c'est ça. Si on est à la bonne vitesse, on sourit. Et si on est à la mauvaise vitesse, on peut effectivement pleurer. Les autres radars, pour l'instant, qui sont installés ici, à ma connaissance, quand il y a un terre-plein central, ne flashent que du côté où ils sont situés. Alors, pourquoi je dis pour l'instant? Parce que l'homologation générale de ces radars permet, y compris avec le terre-plein central, permet de prendre la vitesse des deux côtés. Ce n'est pas encore ce qui a été retenu en France. Les radars en France, même si techniquement ils ont la possibilité de faire un contrôle sur les voies opposées, se limitent à la voie où ils sont installés quand il y a un mur. Voilà, ça c'est le principe général. Ça peut changer à tout moment, mais c'est le principe général au moment où nous parlons. Si d'aventure ça change? Alors, juste avant de répondre à votre question, chose importante que je voudrais que vos téléspectateurs entendent, il n'est pas besoin de passer 10, 20 ou 30 km/h en dessous de la vitesse légalement prévue pour ne pas être attrapé par le radar. Si vous n'avez pas modifié les roues, les jantes de votre véhicule, que vous n'avez pas changé la démultiplication de votre véhicule, que votre compteur fonctionne correctement, a priori, votre compteur affiche la bonne vitesse et il vous suffit de passer à la bonne vitesse pour ne pas être, être flashé. Le principe étant qu'il y a une marge technique. Alors déjà, votre véhicule affiche environ 5 à 7 km/h de moins que la vitesse à laquelle vous roulez vraiment. Ça, c'est la première chose. Donc, quand vous roulez à la bonne vitesse sur votre compteur
a priori déjà vous ne risquez rien, mais en plus le radar a ce qu'on appelle une marge technique qui, en fonction de que vous soyez en ville ou sur route, est calculé en pourcentage ou en kilomètre-heure, mais en gros vous avez au moins 5 à 7 km/h supplémentaires. On a droit à une remise. Voilà. Donc en gros vous avez près d'une dizaine de kilomètres-heure au-dessus, sans pour autant être flashé. Donc ça sert à rien. Je vois des gens Qui pile. oui, qui filent. On est sur une route à 80 qui descend à 60 km/h ou sur une route à 90 qui descend à 70. Ça n'a absolument aucun sens. Mais pire, je veux alerter sur le fait que ça, c'est dangereux. Parce que les gens qui viennent derrière et qui roulent à vitesse normale, qui roulent à 90 ou à 89 ou à 88 sur une route limitée à 90, mais ces gens-là sont surpris de voir quelqu'un devant eux qui pile et qui descend 20 km/h en dessous de la vitesse, alors que ça n'a aucun sens. Voilà. Donc surtout, arrêtez de faire ça. Et si vous voulez vous en convaincre et que vous avez peur que votre véhicule n'affiche pas la bonne vitesse, il y a une application qui est téléchargeable sur tous les téléphones qui s'appelle Waze, que je pense que tout le monde connaît. Cette application, elle a l'avantage, outre le fait de vous signaler les présences. Alors oui, accessoirement, les présences des zones de contrôle, pas les radars eux-mêmes, mais les zones de contrôle, elle est légale. Hein, cette appli, il faut le savoir, elle est 100% légale. Elle vous indique les zones de contrôle, mais elle vous indique également la vitesse à laquelle vous roulez. Et vous pouvez la paramétrer pour qu'elle bip ou qu'elle sonne quand vous dépassez de 5, 10 ou 15% la vitesse légale affichée sur la route. Donc, il vous suffit d'avoir l'application qui fonctionne sur votre téléphone. Maintenant, beaucoup de voitures peuvent afficher directement sur le tableau de bord avec Apple CarPlay ou Android Auto le fond d'écran de Waze. Donc vous avez ce truc. Ou alors vous avez votre téléphone qui est posé, que vous ne touchez évidemment pas, mais sur lequel le son va passer dans les haut-parleurs de la voiture en Bluetooth, et vous allez entendre ce petit bip caractéristique qui va vous dire « c'est bon, j'ai dépassé de 5%, donc je lève le pied ou je vérifie ». Voilà. Pas besoin de descendre de 20 km/h devant les radars. Maître, nous avons de plus en plus des comportements bizarres sur la route. Je roule normalement, je respecte la vitesse qui est affichée. J'ai un gars derrière qui me pousse, qui klaxonne. Ben, il est. Alors, j'ai envie de dire, tout dépend dans quelles circonstances. Vous êtes en train de doubler... Je roule normalement. Non, je roule normalement. Non, mais vous êtes à gauche. Non, à droite. Hein. Vous êtes à droite. Oui, je roule normalement. Ben, à droite. À ce moment-là, il a qu'à doubler. Oui. Si on est... Alors, moi, c'est ce que j'ai appris au permis. Vous êtes à la bonne vitesse. Vous êtes à droite, ou vous êtes sur une route qui n'a pas de voie. Ou qui a une ligne continue, donc vous ne pouvez pas aller plus vite. Vous êtes à la bonne vitesse. Si quelqu'un vous presse et colle votre pare-choc, le bon réflexe n'est pas d'accélérer, le bon réflexe n'est pas de freiner, le bon réflexe c'est de ralentir. C'est ce que le code de la route prévoit en fait. Quand vous passez votre permis, on vous dit, vous ralentissez pour faire comprendre à l'automobiliste qui vous suit qu'il a une distance qui est trop faible par rapport à votre pare-choc et qu'en cas de freinage brusque de votre part, vous allez rentrer en collision. Enfin, il va rentrer en collision avec vous. Voilà. Ça c'est une première chose. Par contre, les comportements que l'on voit assez souvent ici, ce sont des comportements de shérif. C'est-à-dire, je suis sur la file de gauche parce que je campe sur la file de gauche et je montre, et ça vous devez certainement le voir aussi souvent que moi, je montre le panneau avec une main fébrile à la personne qui me suit en lui disant « c'est 90, je suis à 90, je reste sur la file de gauche ». Non. Alors, il faut arrêter avec ça. C'est 90 ? C'est 90 à droite. La file de gauche n'a qu'une seule utilité, celle de doubler. Voilà. On double sur la file de gauche et on se rabat sur la file de droite. On ne reste pas à gauche. Et j'ai presque envie de vous dire, l'intelligence veut que vous ne savez pas pourquoi la personne qui vous suit est pressée. Vous ne savez pas si elle ne vient pas de ramasser quelqu'un qui a pris un coup de couteau. Vous ne savez pas si elle ne se rend pas à l'hôpital le plus proche. Vous ne savez pas s'il n'y a pas une femme enceinte à l'intérieur du véhicule qui va accoucher. Vous n'avez pas à bloquer un véhicule qui vous dit qu'il veut vous dépasser dès que vous avez la possibilité de vous rabattre. Un, c'est interdit par le code de la route. Mais deuxièmement, permettez-moi ce jugement, et je n'en fais quasi jamais, mais c'est stupide. Parce que vous mettez peut-être la vie de quelqu'un en danger, la vie des gens qui sont dans ce véhicule, qui ont peut-être un besoin impérieux d'aller vite
à un endroit, d'aller récupérer un enfant, d'aller à l'hôpital, d'aller chercher de la ventoline pour un enfant asthmatique ou un passager asthmatique, et vous mettez la vie de cette personne en danger de façon ridicule. Tout ça, souvent, pour une question d'ego, parce que vous ne voulez pas vous faire doubler, ou que vous avez l'impression d'être le shérif des routes de Martinique. Il n'y a pas de shérif en Martinique. Vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas gendarme. Il y a une limitation de vitesse. Il ne vous appartient pas de faire respecter la limitation de vitesse aux autres. Voilà. Donc, vous êtes à la vitesse. À partir du moment où vous avez fini de doubler, vous vous rabattez à droite, les gens vous doublent. Vous dites bien rabattre. Et c'est souvent, je vois sur la route, le gars qui n'est pas content, il vous double et il a fait que de mourir. Et puis un coup de frein. Ça arrive. Oui. Ça arrive aussi. Mais enfin, face à arrangement, il n'y a pas avec ça. Alors après, ça, c'est fonction d'un tas de choses. C'est fonction du véhicule sur lequel on va faire cette queue de poisson. Du cheval sur lequel on est embarqué. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont ce comportement, qui est un comportement qui est dangereux. C'est une réalité, qui n'est pas plus excusable que le fait de camper sur la file de gauche. C'est deux comportements qui sont ridicules, autant l'un que l'autre, à mon sens. En matière de comportement, maître, on revient de la l'histoire de Doug et autres. On le voit au quotidien, nos motos. Ils ont fait toute l'autoroute là, pip, baïolet. Ils ont priorité un baïolet. Alors, est-ce qu'ils ont une carrosserie plus forte que la mienne, que la vôtre, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on réforme dans le comportement? Alors, le problème du deux roues en Martinique, je pense que c'est un vieux problème. Et je pense qu'il est protéiforme. Il y a plusieurs interrogations, il y a plusieurs éléments sur lesquels il faut se poser des questions. La première chose, c'est que en France continentale, le deux roues est vu comme le moyen pour le salarié, le cadre dynamique, d'aller à son entreprise, à son travail. Donc la moto, en France de façon générale, en France continentale de façon générale, est vue comme un moyen utilisé par des bons pères et des bonnes mères de famille qui ne peuvent pas supporter les embouteillages, notamment dans les grandes villes, et qui sont obligés d'utiliser ce moyen pour aller travailler. Donc, il y a un respect du motard, ou en tout cas de l'usager de deux roues, en France continentale, respect que nous n'avons pas en Martinique, parce que la moto, chez nous, c'est perçu comme le moyen de transport du vagabond. Voilà. Alors, c'est soit le moyen de transport du vagabond, soit le moyen de transport du pauvre. Et donc, déjà, psychologiquement, on a quelque chose à revoir, nous tous, de façon collective, c'est l'image du motard en Martinique. Et puis, les motards eux-mêmes ont un travail à faire. C'est-à-dire que rouler en chaussures ouvertes, ces fameuses chaussures bateau, rouler en tennis, rouler même en tongs, voilà, depuis quelques années, en tongs avec chaussettes, le comble de la classe. Donc rouler en tongs et chaussettes. Rouler puis une belle femme sans casque. Oui, alors sans casque, en jupe, en short, etc., etc. J'ai un de mes cousins qui me disait, mais à moto, il faut pas la route la reconnaître tout. Et c'est vrai, c'est-à-dire que il faut rouler. On ne doit pas savoir si vous êtes blanc, jaune ou caco sur la moto. Il ne doit pas y avoir le moindre morceau de votre peau. Il y a un équipement visible. J'ai chaud. Les gens qui me connaissent savent que je transpire rapidement. Ça fait partie de ma nature. Peut-être le sang qui bout en permanence. C'est peut-être ça l'inconvénient chez les avocats. Mais quand j'étais à moto, je me faisais fort d'être totalement équipé, même si c'est inconfortable. Donc, le motard lui-même doit se poser cette question. Et puis, le troisième point, c'est celui qui nous fabrique les routes. Je pense qu'il n'a pas conçu les routes en considération des motards. Vous avez quelque chose qui existe en France, qui est ce dégagement à droite et à gauche de toutes les voies, qui permet que quand vous êtes, par exemple, je prends un exemple que beaucoup de Martiniquais connaissent, quand ils sont allés en métropole, comme on disait avant. L'autre bois. Ouais. Vous alliez sur le périph', vous roulez sur le périphérique parisien, mais vous roulez, comment dirais-je, à Marseille ou à Lyon, c'est pareil, tunnel Fourvière, vous allez voir, sur ces grands axes, vous avez de quoi déplacer votre véhicule tant à gauche qu'à droite pour permettre de créer une file au milieu pour que les motards remontent la route. Le problème en Martinique,
pour ceux qui ont plus de 10 ou 20 ans de permis, vous êtes tous rendus compte que les routes sont de plus en plus étroites. Les routes n'ont plus de dégagement latéral. C'est une évidence. Je veux dire, il y a des endroits, comme par exemple le fameux pont qui passe au niveau de Génipa. Tout le monde se sera rendu compte, ce pont est passé à 50 km/h parce qu'il est trop étroit pour qu'on puisse y rouler de façon normale. C'est pas parce qu'on a un besoin qu'il soit à 50 km/h. C'est que le pont a manifestement un problème. Moi, en tant que conducteur, je me rends compte que ce pont a manifestement un problème, qu'il devrait être plus large. Je ne sais pas pour quelle raison il n'est pas plus large, mais il devrait l'être. Une raison économique. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on va passer le rabot. C'est pas de ma compétence, comme disait l'autre. Mais sur beaucoup de routes en Martinique, sinon maintenant quasiment toutes les routes, il n'est pas possible à l'automobiliste qui veut en sécurité se déporter pour permettre à un motard de passer, il n'est pas nécessairement possible de le faire sans risquer de frotter contre un muret en béton ou de frotter contre une glissière de sécurité. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, ce n'est pas normal parce que ça fait des véhicules rouler très proches les uns des autres. Ce n'est pas normal parce que ça ne vous aura pas échappé que les véhicules sont de plus en plus gros. Alors, ils sont de plus en plus gros parce que les gens veulent des voitures de plus en plus sûres et que c'est compliqué de faire des voitures qui soient à la fois petites et sûres. Il faut bien qu'il y ait des zones de déformation et donc il faut que le véhicule ait du volume pour créer ces zones de déformation. Donc, les voitures sont de plus en plus grosses. Je ne parle pas de ces beaux pick-ups américains qui commencent à fleurir en Martinique encore plus que les Alamanda, mais il y a une vraie difficulté. Donc, en tant qu'usager de la route, même quand je ne suis pas à moto et que je suis derrière mon volant, je me rends compte que je voudrais bien des fois laisser passer un motard sans qu'il ne klaxonne comme un gouret. Parce que ça encore, on ne vous apprend pas à faire des remontées de fil en klaxonnant. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas des vrais motards. Un vrai motard ne fait pas ça. D'ailleurs, vous verrez bien, les gens que vous voyez faire des remontées de fil en faisant sur 200 ou 300 mètres, c'est des gens qui, le plus souvent, sont sur des véhicules sans être habillés comme étant des motards, sans casque, sans gants, etc., etc., etc. Et vous allez très certainement croiser des vrais motards avec des vraies motos, et vous allez vous rendre compte qu'ils passent sans faire ça. Éventuellement, un petit coup d'accélérateur pour vous dire, attention, il y a une moto derrière vous, est-ce que vous voulez bien vous déplacer? Et le plus souvent, les gens entendent et se déplacent. Voilà. Donc, 3 facteurs, et à mon sens, qu'il faut prendre en compte, mais chacun doit porter sa part de responsabilité, y compris le politique, qui aujourd'hui, à mon sens, ne crée pas le réseau routier pour nous permettre de rouler en toute sécurité. Notamment de ce point de vue de la largeur des voies et du dégagement. Alors, j'ai proposé tout bêtement à une époque qu'on permette aux 2 roues d'utiliser de façon légale les voies du TCSP, par exemple, pour faire des remontées de fil sur l'autoroute. Objectivement, si on permet aux taxis de rouler sur ces voies, si on permet aux gendarmes et aux policiers de rouler sur ces voies, si on permet aux ambulances de rouler sur ces voies, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas permettre à un 2 roues de rouler sur ces voies. Ce d'autant que si ces 2 roues en question roulent dans le bon sens et ne font pas des remontées à contresens, je ne vois pas en quoi ils pourraient gêner le TCSP, parce qu'une moto qui est en panne, il suffit simplement de la déplacer, de la mettre sur le côté, alors qu'une voiture, un taxi ou un véhicule de police ou de gendarmerie qui serait en panne dans la voie du TCSP, c'est beaucoup plus compliqué de la dépanner. Donc, même de ce point de vue, ça ne pose pas de difficulté de faire rouler un 2 roues. Et par contre, ce serait de la sécurité à la fois pour les motards et de la sécurité à la fois pour les usagers des 2 roues de Fort-de-France jusqu'à l'aéroport, de passer sur cette voie du TCSP. Avec la prudence habituelle, avec le respect des règles habituelles, quitte à fixer une limitation de vitesse plus basse. Et moi, je suis d'avis que l'on dise, OK, les motos, vous passez sur la voie du TCSP, sauf que sur la voie du TCSP, c'est 70 pour vous. Voilà. Et j'ai pas de difficulté. Non, et j'ai pas de difficulté à ce qu'on dise aux gens, on va contrôler particulièrement que vous soyez à 70 sur cette voie-là. Mais oui, mais quand il est midi ou il est 13h et que vous faites une remontée de fil et que vous arrivez, vous êtes frais parce qu'il n'y a pas eu de mec qui essaie de resserrer un véhicule sur vous, un au téléphone qui a essayé de vous bloquer ou qui ne vous voyait pas, qui vous tombait dessus, vous vous sentez en sécurité, vous êtes dans une voie dans laquelle vous n'avez qu'à regarder devant, derrière, et c'est bon. C'est quand même beaucoup plus pratique. On peut donc rouler un peu moins vite tout en étant en sécurité. Mais venons aux stupéfiants. Lorsque j'écoute l'actualité nationale, et des fois même internationale, on voit que ça monte en puissance.
On a eu de graves accidents avec des chauffeurs qui conduisaient en état d'ivresse et avec des stupéfiants. Tout à fait. C'est quelque chose qui de plus en plus arrive chez nous. Quel est votre regard sur ça? Alors en fait, l'usage de stupéfiants... Au volant, je parle. Oui, oui, tout à fait. Mais l'usage de stupéfiants de façon nationale se démocratise. Et les enquêtes qui sont réalisées en France d'un point de vue national prouvent bien qu'il y a de plus en plus de Français qui, à un moment, déclarent avoir fait usage de stupéfiants quelconques. Alors le plus souvent, c'est de l'herbe de cannabis. C'est beaucoup plus rarement de la cocaïne ou de l'héroïne. Mais il est vrai que la consommation de stupéfiants qui était marginale, voire marginalisée il y a encore une trentaine d'années, est devenue quelque chose de quasiment normal. De démocratique. Presque. Alors presque démocratique parce qu'effectivement, le prix, et ça je le vois dans les dossiers, le prix des stupéfiants a chuté. Parce que bien évidemment, le marché s'est ouvert et donc ça leur permet de produire au plus et donc de diminuer, exactement comme votre canette de soda préférée ou votre paquet de chips. Ils produisent en plus gros volume, donc ils peuvent diminuer les prix. Voilà. Donc les prix sont descendus, le nombre d'acheteurs a augmenté, et donc ça s'est quasiment démocratisé. Je pense qu'il y a toujours eu des gens qui causaient des accidents avec des stupéfiants. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des contrôles beaucoup plus systématiques de stupéfiants qu'il n'y en avait il y a encore 10 ans de ça. Et ça, par exemple, pareil, à l'échelle de mon cabinet, j'ai pu me rendre compte que j'ai beaucoup plus de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle stupéfiant qu'il y a encore 5 ans. Alors, ce qu'il y a de dangereux avec l'usage de stupéfiants, et dangereux à plusieurs titres, c'est que bien évidemment, quand vous consommez de l'alcool ou des stupéfiants, vous n'êtes plus maître de votre véhicule, que vos temps de réaction s'allongent, que votre vision panoramique diminue, vous êtes comme dans un tunnel, vous ne vous en rendez pas compte. Pour ceux qui portent des lunettes, c'est un peu comme la première fois qu'on vous met des lunettes sur les yeux, vous ne vous rendez compte que vous ne voyiez pas avant. Mais c'est pareil en fait. Pour celui qui a bu ou celui qui a pris des stupéfiants, ne va pas se rendre compte qu'il est dans un état qui ne lui permet pas de conduire. Pour autant, il n'est pas aussi performant que s'il était sobre. Et ce qu'il y a de vicieux dans cet usage de stupéfiants, c'est que en réalité, l'infraction est constituée à partir du moment où, quand on vous arrête et qu'on vous soumet à un test, le test le plus basique, c'est un coton-tige qu'on vous passe dans la bouche. Quand on vous soumet à un test, il suffit qu'il y ait une présence de stupéfiants et que vous soyez derrière un volant ou au guidon d'une moto. Et c'est suffisant. Alors après, il y a des taux. Il y a un taux minimum en fonction, que ce soit de la cocaïne, du cannabis, etc. etc. Il y a un taux. Mais ça, c'est quand on est dans le cadre d'une procédure. Donc, en dessous de ce taux-là, on ne peut pas vous poursuivre. Au-dessus de ce taux-là, bien évidemment, vous êtes poursuivable. Donc, ce qui est embêtant, c'est que si vous avez consommé ce matin, que vous prenez le volant à 20h, vous n'êtes plus sous l'emprise d'un joint, par exemple, basiquement. Vous n'avez plus cet effet euphorisant, calmant, etc., etc. Sauf que si, à 20h, quand vous prenez votre véhicule, un policier ou un gendarme vous fait un test d'imprégnation, bien... Vous avez des traces. Exactement. Et donc, vous êtes en infraction. Donc c'est vraiment extrêmement dangereux, ce d'autant que ce stupéfiant que vous prenez ce lundi matin à 8h, il va prendre, en fonction de la quantité, de la taille du joint, de ceci, de cela, il va prendre quelques heures à quelques jours à sortir de votre sang. C'est-à-dire que vous ne pouvez ne plus ressentir les effets euphorisants ou psychotropes du produit, que pour autant, si vous êtes contrôlé, exactement, ce marqueur est là, vous êtes frappé du sceau du consommateur de stupéfiants et, et tout s'enchaîne à partir de ce moment-là. Alors, je dirais dans l'enchaînement des choses, on a couru quoi? Alors, on peut avoir toute une vie brisée. Tout à fait. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est exactement comme pour l'alcoolémie, c'est-à-dire que vous encourez déjà, si vous avez blessé ou tué quelqu'un, le fait de vivre avec, en disant pour un joint, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que voilà, ça c'est la première chose. Et puis pénalement, en fait, les sanctions sont calquées sur les sanctions de l'alcool.
les principes étant à peu près les mêmes, puisqu'en fait, les conséquences sont les mêmes. Mais le cumul des deux, il n'y a pas de conséquence? Alors, le cumul, la conséquence du cumul des deux, c'est que... c'est un véritable cocktail. Alors, il n'y a pas, dans le code pénal, d'infraction spécifique au fait que vous cumuliez les deux. On peut vous renvoyer devant le tribunal à partir du moment où vous avez plus de 0,8 ou bien simplement positif pour un jeune permis, ou que vous êtes positif aux stupéfiants, peu importe que vous soyez jeune permis ou pas jeune permis. D'ailleurs, là, il n'y a pas de distinction. Que vous soyez positif, on peut vous renvoyer dans tous les cas devant le tribunal. Mais il n'est pas prévu une infraction supplémentaire. Par contre, il est bien évident que quand vous arrivez devant un tribunal et que vous avez, entre guillemets, simplement consommé un joint ou simplement trop bu, et puis que vous arrivez en ayant bu plus consommé un joint, il sera un peu plus compliqué à votre avocat de rapporter la preuve de votre bonne foi, du fait que vous soyez quelqu'un de raisonnable, comment dirais-je, et que le tribunal ait une oreille attentive à ce que vous allez, sauf circonstances exceptionnelles, mais il va quand même se dire, vous avez quand même cumulé deux des plus grands risques que vous pouvez faire courir à des usagers sur la route. On n'a pas nécessairement envie d'être sympa avec vous, et on aura plutôt envie d'aller vers le maximum de la peine. Des peines qui sont possibles. Alors, en termes de peine, tant du côté de la victime que du côté de celui qui a de l'auteur. La victime, en droit français, la peine, c'est pas son problème. Non, je ne parle pas là c'est pas ce qui va réduire la peine, hein. Je parle en termes d'indemnité et autres. D'accord, ok. Donc, pour ce qui est de la partie pénale, on peut aller jusqu'à 2 ans de prison. On peut aller jusqu'à la saisie du véhicule. On peut aller jusqu'à 4 500 € d'amende, à nouveau. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'éthylomètre, puisque bien évidemment, on n'est pas sur de l'alcool, on est sur des stupéfiants, donc il n'y a pas d'éthylomètre anti-démarrage. On peut avoir des stages de sensibilisation. Et puis, comme pour l'alcoolémie, en récidive, bien en fait, le tribunal va constater alors ce qu'on appelle la récidive, c'est le fait d'avoir commis la même infraction ou une infraction très proche 2 fois de suite dans un délai inférieur à 5 ans, inférieur ou égal à 5 ans. Donc, en gros, en 2000, vous êtes arrêté pour conduite en état d'ivresse ou des stupéfiants. En 2004, on vous arrête pour la même chose. Vous passez devant le tribunal, vous êtes en récidive légale. Le tribunal constate l'annulation de votre permis de conduire. Le tribunal ne prononce pas, je dis bien, constate l'annulation automatique de votre permis de conduire. Mais maître, le gars m'a emporté. Ça, il m'a mis carreau technique. Je suis infirme pour des années, à perpétuité. Ça, il m'a enlevé la vie. Et il se paye que 2 ans de prison. C'est ce que la loi prévoit. Oui. Ça c'est ce que la loi prévoit pour l'utilisation de stupéfiants ou d'alcool au volant. C'est parce que la loi prévoit... Ah non. C'est parce que la loi prévoit, si vous êtes jugé non pas pour avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique ou conduit avec des stupéfiants dans le sang, si vous êtes jugé pour des blessures involontaires ou pour un homicide involontaire, on n'est pas sur ces peines-là. Là, on est sur des peines de la même façon que si vous aviez, sans le faire exprès, en donnant un coup de poing à quelqu'un dans un combat, sa tête porte contre un mur, la personne tombe, elle est morte. Alors, si c'est vous qui êtes allé l'agresser directement, on va considérer que c'est vraiment pas de sa faute. Si vous êtes défendu, c'est autre chose. Mais si c'est vous qui êtes allé l'agresser, ben en fait, vous êtes dans une situation identique de cet automobiliste, de ce motard qui va aller... Et là, on se rapproche plus des 5, 7, 8, 9... Là, on n'est plus en correctionnel. À ce moment, on est en correctionnel. Toujours. Ah, on est en correctionnel. La cour d'assises, ce n'est que pour les crimes. Okay. Donc, viol, meurtre, assassinat, kidnapping, sans libération avant 7 jours. Et dans ces histoires-là, maître, vous qui êtes souvent au barreau, vous qui voyez le paysage, pensez qu'on va chuter ou qu'on est en orbite?
Alors, c'est compliqué de vous répondre. Je réponds en fonction de ce que moi on me confie comme dossier ou quand je suis en audience, que je vois mes confrères plaider. J'ai plutôt l'impression qu'on est sur une courbe ascendante. On est sur une courbe ascendante, d'autant plus que il y a quelques années, quand on me confiait un dossier de conduite avec des stupéfiants, on était sur des gens de moins de 26 ans. Aujourd'hui, j'ai des dossiers de gens qui ont 40, 50 ans, qui sont arrêtés pour ce genre d'infraction, qui sont des pères et des mères de famille. Il y a des hommes comme des femmes, qui ont des métiers, qui ne sont pas des gens qui sont désinsérés. Ce sont des gens qui ont des métiers, qui ont une vie, qui ont... voilà, donc ça ne fait, à mon sens, qu'augmenter. Et puis vous avez un deuxième élément qui va, dans quelques mois, à mon sens, être une source intarissable de procédures. C'est l'utilisation de ce fameux CBD. Alors le CBD, c'est un produit qui est extrait du cannabis, qui n'a pas les effets psychotropes du cannabis, donc il ne va pas vous endormir, vous rendre un peu hagard, vous calmer, etc. Par contre, qui aura un effet sur les nausées, par exemple pour les gens qui ont un traitement contre le cancer ou contre le sida, un effet calmant, antidouleur pour des gens qui ont des douleurs chroniques. Le problème de ce CBD et du test qui est en ce moment utilisé par les forces de l'ordre en France et donc en Martinique également, c'est que ce test n'est pas capable de faire la distinction entre le cannabis et le CBD. Et donc aujourd'hui, moi, le conseil que je donne à mes clients quand ils sont usagers de CBD, le CBD étant d'usage légal. Oui. Faut le rappeler, il est en vente libre, il est légal, il ne fait pas partie de la liste des stupéfiants au niveau européen. La France a eu maille à partir avec l'Europe parce qu'elle a voulu, en réalité, pour ne pas changer ses tests, elle a voulu faire mettre le CBD sur la liste des stupéfiants, parce que l'Europe lui a refusé. Donc aujourd'hui, la vente et l'usage sont légaux. Et le problème, c'est que seule une analyse de sang permet de déterminer si vous avez du THC, tétrahydrocannabinol, c'est-à-dire du cannabis, celui qui vous fait voir les éléphants roses, comme on disait avant, et puis quand vous avez du CBD, qui lui, par contre, n'a pas cet effet-là. Donc il faut absolument, si vous avez consommé du CBD, si on vous arrête, qu'on vous dit que vous êtes positif à l'usage de cannabis, demandez par pitié, demandez une prise de sang. On ne peut pas vous la refuser. Vous demandez une prise de sang et vous indiquez dans le procès-verbal qu'on vous fait remplir que vous avez consommé du CBD et pas du cannabis et que vous voulez une prise de sang. Et si on vous dit qu'on n'écrit pas ça, ou si on vous donne un procès-verbal sur lequel ce n'est pas écrit, ne signez pas. Ne signez pas, parce qu'à partir du moment où vous signez, sachez que moi après, ou mes confrères après, mais on est bloqué parce qu'on nous dit devant le tribunal, mais c'est la signature de votre client, ça. Alors à quel moment on peut le croire? Parce qu'il a signé un procès-verbal en disant c'est bien moi j'ai fumé, et ensuite maintenant devant la barre il vient dire qu'il n'a pas fumé, qu'il a pris du CBD. À quel moment on peut le croire, maître? C'est ça. Donc surtout si vous avez demandé votre test, qu'on ne l'écrit pas sur le PV ou qu'on écrit quelque chose d'autre sur le PV, que vous n'êtes pas d'accord avec le procès-verbal, mais c'est valable dans toutes les autres procédures, vous ne signez pas. Maître, vous voyez, le temps il est très court. Hein. Nos 55 minutes sont arrivées. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? D'appeler notre population à la prudence au volant. C'est facile à dire parce que on a des embouteillages qui sont à rallonge. Quand on a un petit moment de route libre, on a envie de rouler. D'appeler les politiques à la responsabilité. Parce que il est d'évidence que c'est une zone de la vie des Martiniquais et des Martiniquaises qui me semble totalement délaissée ou maltraitée par le politique de façon générale, et je ne fais pas de considération de parti. De façon, depuis des années, vous n'avez qu'à voir l'état du réseau routier, vous n'avez qu'à voir, comme moi-même, les congestions permanentes. Quand aux gens dorment couchés, alors on n'en parle pas.
Alors, c'est hors norme. gendarmes couchés dont les 2 tiers ne sont pas aux normes. Voilà. Donc on a une maltraitance politique vis-à-vis des usagers de la route. Je vais vous dire, j'en parlais il n'y a pas longtemps. Je ne comprends pas qu'en Martinique, les routes soient dans cet état-là. Vous imaginez le traitement que subissent les femmes enceintes en tombant dans des trous en permanence comme ça sur la route. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de parking de femmes enceintes en Martinique, il n'y a pas de place de stationnement dans les centres commerciaux, devant les administrations, spécifiques pour les femmes enceintes, alors qu'on sait que c'est plus compliqué pour elles, par exemple, d'ouvrir une porte, de sortir, de rentrer dans leur véhicule. L'usager de la route en Martinique est pressuré. On sait que c'est une vache à lait, on sait qu'il va payer des amendes, on sait qu'il va payer des taxes, que la route est en mauvais état, il va payer des suspensions neuves, il va payer du pneu, il va payer. Et cette situation-là n'est plus supportable parce qu'on est en crise économique, que les gens peuvent de moins en moins payer. Et il est temps que ça change. Ça, c'est par contre une évidence. Il est peut-être temps que les politiques, puisqu'il y a une nouvelle classe politique, il y a beaucoup de nouveaux politiques qui se sont fait jour, il serait peut-être temps que ces nouveaux politiques-là Je pense que c'est le problème. entendent là où les autres, manifestement, sont sourds. Qu'ils écoutent pour Ou comprendre. aveugles. Qu'ils écoutent pour comprendre. Et qu'ils écoutent pour comprendre. En tout cas, il y a une autre chose qu'il faut surtout écouter. Pour 5 minutes de plaisir supplémentaire, on peut avoir des années de bonheur en moins. Lever le pied, ça va faire. Merci encore et à très bientôt. À bientôt.